Alors, mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour chers amis, heureux de vous retrouver pour un dernier cours de monde contemporain. Alors, c'est notre rendez-vous hebdomadaire et cette semaine, donc à Zoom sur Zoom, les points chauds, on aborde la Russie, donc la mère Russie, cet ours, ce plus grand pays de la planète. Nous allons faire une petite historique, nous allons parler de géopolitique et nous allons parler aussi, nous allons conclure avec les enjeux donc qui pointent leur nez au 21e siècle. Alors voilà ce que je vous propose. C'est un survol, vous l'aurez compris, on ne rentre pas nécessairement dans le détail. Le but, c'est de vous donner une espèce de survol à vue d'aigle, à vue d'oiseau, de ce qu'est la Russie, de ce qu'a été et de ce qu'est la Russie et de ce qu'elle pourrait devenir dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. Et naturellement, j'ai plusieurs élèves qui sont avec moi pour ce plaisir d'échanger. Alors, vous aurez le plaisir naturellement de les entendre, nous poser des questions le cas échéant. Alors, la Russie, c'est, comme je le disais, le plus grand pays du monde. Un pays qui a une superficie, ma foi, attendez une minute, je vais vous dire ça, pour vous dire de niaiserie, de 17 millions, que dis-je, 125 191 kilomètres carrés. Donc, c'est vraiment le plus grand pays du monde. La superficie en eau occupée par ce territoire est de 0,5 Donc, ils ont 0,5 de l'eau potable mondiale. Est-ce que je peux me permettre de vous faire la remarque, mesdames et messieurs, que nous, Québécois, nous possédons presque 3 de toute l'eau potable sur la planète? Oui, et tout ça alors que nous formons 0,001 de la population mondiale. Oui, oui, en effet. Alors, donc, 17 millions de kilomètres carrés. Il y a 75 du pays qui est en Asie et 25 qui est en Europe. Paradoxalement, presque 80 de la population russe vit du côté européen de la Russie. Donc, seulement que 20 qui vit dans le reste du territoire, donc beaucoup plus éparse comme population. On s'en va vers l'Est, on s'en va vers la fameuse Sibérie, pays froid, et on continue jusqu'à un petit peu comme les Américains. Les Américains ont le phare ouest, les Russes ont le phare est. Alors, le phare est qui est la côte est de la Russie, qui est complètement au bout de l'Asie, qui est collé sur l'Alaska. N'oubliez pas, l'Alaska a déjà appartenu aux Russes jusqu'à ce que les Russes vendent le territoire aux Américains à la fin des années 1800 pour une bouchée de pain. Donc, le tsar Nicolas II qui avait besoin d'argent à l'époque. Et là, je vais vous montrer la petite carte rapidement. Voyons, Maudine. Alors voilà, je suis mélangé dans mes affaires. Et voilà. Et on a la Russie devant nous. Donc, ce beau grand pays. Alors, ici, vous voyez, quand je vous dis 80 de la population est concentrée en Europe, elle est concentrée dans cette zone-ci. OK? Euh, Ici, vous avez les fameuses steppes de la Sibérie et finalement, ce que j'appelle le phare Est, c'est la péninsule ici de Kamchatka, fait partie du phare Est. Des zones de points chauds, de tension qui existent toujours avec la Chine, avec le Japon. Il y a des îles ici, au bout de la péninsule de Kamchatka, qu'on appelle les îles Kouriles, qui ont mené à des guerres entre la Russie et le Japon à la fin des années 1800. Et ça a créé énormément de tensions. Ces îles-là qui ont été d'abord prises par la Russie, ensuite de ça repris par le Japon. Et le Japon qui est tombé dans une phase expansionniste. Et ensuite de ça, on le sait, hein, ça a donné l'Empire du Japon, qui était la seule puissance industrielle de toute l'Asie. On dit, ma souris va pas bien. Donc, voilà. On revient du côté européen. Alors, la capitale de la Russie, vous la connaissez, c'est Moscou. Sachez cependant que pendant plusieurs siècles, il y a eu plusieurs autres capitales. La capitale des tsars, des Romanov, dont on parlera dans quelques instants, c'était Saint-Pétersbourg. Alors,
Et avant ça, on va avoir Kiev. OK? Donc, la ville de Kiev en Crimée, qui est ici. Voyons, maudit. Plus au nord, Ouais, c'est ça, un Kiev. petit peu plus au nord. Ah, il est là. OK. Donc, sur le fleuve Dnieper. Fleuve Dnieper qui est très intéressant parce que c'est une voie d'axe d'eau qui permet de passer de la mer Noire et on peut traverser et se rendre jusqu'à la mer Baltique. OK? Donc, ça te permet littéralement un passage d'eau qui te permet de ne pas avoir à faire tout le tour de l'Europe pour partir du nord pour te rendre directement jusqu'en Méditerranée. Tu peux passer directement à travers le Dnieper qui remonte, en fait, je pense que à peu près jusque dans ce coin-ci. Donc, je reviens avec quelques petits chiffres intéressants. Donc, la Russie qui a une économie qui était à la base de l'économie primaire, donc beaucoup de ressources naturelles, un petit peu comme le Canada le fait, a réussi à s'industrialiser et à produire avec l'Union soviétique au 20e siècle un paquet d'affaires. Donc, à la base, on fait un retour historique. La Russie, à la base, c'est des peuplades qui vivent ça et là un petit peu partout dans les steppes et autant en Ukraine que plus au nord. C'est des gens qui viennent d'Asie centrale qui s'établissent. Et éventuellement, il y a des Vikings, donc qui vont commencer à mener des expéditions, qui vont embarquer justement sur le Dnieper et qui vont se mettre à descendre le long de cette rivière. Et en descendant le long de cette rivière, ils vont prendre possession de territoire. Ils vont commencer au début, ils font du pillage, comme les Vikings le font. Et avec le temps, ils vont commencer à s'établir. Et éventuellement, ces mêmes Vikings vont traverser le Dnieper au complet jusqu'à la mer Noire, vont rencontrer l'Empire byzantin ou Constantinople, l'Empire romain d'Orient. Et l'Empire romain d'Orient, l'empereur va être tellement impressionné à la rencontre de ces guerriers vikings, de ces grands guerriers vikings, qu'il va décider d'en engager. Il va en faire ses gardes personnels, la garde varangienne. C'était les soldats d'élite de l'empereur romain d'Orient. Donc, c'était des Vikings. Mais les Varangiens, donc, vont littéralement fonder le premier empire russe. Et ils vont le fonder en Ukraine et leur capitale, c'est Kiev. Okay? Donc, historiquement, la Russie part de Kiev. La Russie ne part pas en Russie. La Russie part d'Ukraine. Okay? Et ça, c'est important de le comprendre parce que ça va vous permettre de comprendre la géopolitique actuelle. Vous savez que la Russie et l'Ukraine, il y a non seulement des tensions, là, la Russie s'est carrément appropriée comme une région de l'Ukraine qui s'appelle la Crimée. Donc, la Crimée qui est... Attendez une minute, je vais juste vous remettre ça. Plux, share screen, voilà. Alors, la Crimée qui est cette espèce de presqu'île qui est ici, OK? Donc, les Russes se sont appropriés. Pourquoi? Parce que ici, au bout de la Crimée, il y a la ville de Sébastopol. Sébastopol, c'est la plus grosse base navale soviétique et russe qui est située là. Et les Russes, géostratégiquement, ne voulaient pas et ne pouvaient pas se permettre de laisser ce territoire-là aux mains de l'Ukraine, qui est son voisin. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont arrangés pour déstabiliser politiquement l'Ukraine et en profiter pour s'emparer de Sébastopol, parce que le gouvernement qui a été élu en Ukraine il y a de cela quelques années est un gouvernement d'extrême droite, à majorité slave, adversaire des Russes. 80% de la population de l'Ukraine est russophone et on a à peu près 20% de Slaves, mais il y a une grosse immigration slave qui provient des différents pays d'Europe de l'Est. Alors, on peut penser à Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie. Il y a Moldavie, des gros courants d'immigration qui sont là. Pourquoi? Parce que l'Ukraine est un territoire qui est extrêmement riche. C'est l'Ukraine, le grenier de l'Europe.
Il y a énormément de blé. Ça pousse très, très bien. C'est des conditions idéales pour faire pousser la céréale. Donc, c'est vraiment le grenier de l'Europe. Et en plus, ils ont des champs pétrolifères importants. Alors, bref, 2 ressources fondamentales qui font de cette nation-là potentiellement quelque chose de très, très riche. Et n'oubliez pas, c'était pendant des siècles la Russie. Quand on parlait de la Russie, c'était l'Ukraine. Alors, tranquillement, pas vite, le pouvoir va se déplacer parce qu'il va y avoir différents courants qui vont se glisser. Parmi ces courants-là, je vous ai parlé tantôt des Varangiens. Les Varangiens vont littéralement, vont changer de nom un petit peu avec le temps, mais ils vont devenir les Russes. Les Russes qui vont devenir les Russes. Et les Russes, eux, vont établir leur nouvelle capitale à Moscou. Et ils vont diriger d'une main de fer, d'une main autoritaire, la Russie jusque dans les années 1600. Donc, dans les années 1600, ça va être la fin de l'empire des Russes de Kiev et donc de la Ruthénie. Et ils vont être remplacés à ce moment-là par une nouvelle lignée, une famille qui s'appelle la famille Romanov. Et les Romanov, c'est vraiment eux qui vont devenir les rois de Russie. Mais le mot roi pour les Russes, ça ne fait pas un job. Les autres, ils veulent quelque chose de plus prestigieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus prestigieux comme type de roi? Bien, il y a l'équivalent des Romains. Hein? Et comme je l'ai dit, les Varangiens ont été en contact étroit avec l'Empire romain d'Orient, avec Constantinople, avec Byzance. Et donc, ils vont dire dorénavant, nous, le roi, on n'appelle pas le roi, on l'appelle le César. Mais le César, en langue russe, on dit le tsar. C'est le tsar. Donc, tsar veut dire César. OK? César veut dire l'empereur, le roi. OK? Le grand chef. Alors, voilà pourquoi en Russie, c'est des tsars. En Allemagne, c'est quoi en Allemagne? Kaiser. Kaiser, César, même chose. OK? Donc, il y a plein de variantes, mais c'est toujours César parce que c'était le plus grand roi pour un paquet de civilisations, le plus grand leader, on pense à César. Alors, voilà. Maintenant, ceci étant, on tombe, je vous ai dit, avec les Romanov. Donc, c'est la fin des Riourik, qui était une famille de Ross, une famille de Varangiens. Il y a une espèce de guerre, il y a un temps de trouble qui va durer, une espèce de guerre civile qui va durer jusqu'en 1613. Les Romanov montent sur le trône. Et on va voir rapidement apparaître, émerger le premier grand tsar Romanov, qui est Pierre le Grand. Alors, Pierre le Grand, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quelque chose d'important au niveau géostratégique. Il va donner un accès à la mer. Alors, tout ce territoire-là ici qu'on voit dans ces environs-ci était la possession de la Suède. Donc, la Suède possédait la Finlande aussi. La Finlande n'existait pas. Alors, la Suède possédait tout ce territoire-là et possédait tout ce bassin-là ici. Et Pierre, à partir de Moscou, avec ses troupes, va réussir à prendre le contrôle de cette zone géostratégique-là, ce qui donne dorénavant à la Russie un accès et à la mer Noire et à la Baltique. Et ça, pour les Russes, c'est fondamental parce que ça leur permet d'avoir des lignes pour faire du commerce. Commerce égale s'enrichir. Alors, pour eux, c'est vital. Et c'est tellement important que symboliquement, à partir du moment de cette conquête-là, Pierre va fonder une nouvelle ville qui va s'appeler Saint-Pétersbourg. Péter, qu'est-ce que c'est? C'est Pierre en français. Ouais. Okay? Donc, c'est la ville de Saint-Pierre. Bourg, ça veut dire ville. Okay? Donc, la ville de Saint-Pierre, la ville de Pierre. C'est vraiment donc une ville qui est fondée en l'honneur de Pierre le Grand. Okay? Et les tsars de Russie vont s'établir là. En fait, ils vont se promener entre Moscou, ici en bas, et Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, c'est la capitale pendant environ 6 à 8 mois. Et dès qu'on arrive à la fin de l'automne, on s'en va pour l'hiver jusqu'en avril-mai à Moscou.
OK? Fait que là, ici, le palais d'hiver, palais d'été. Alors, on se promène entre les deux. Et donc, Pierre, comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, j'ai dit, c'est officiellement à partir de 1712 la nouvelle capitale. C'est une puissance au niveau de l'industrie métallurgique, la Russie, parce qu'ils ont beaucoup de fer, beaucoup de charbon. Donc, ils ont accès à tout ce qu'il faut pour être en mesure de faire des fonderies, de fabriquer du fer, fabriquer de l'acier. Et donc, Pierre va développer cette industrie-là de façon importante. Et donc, il va soutenir l'effort de guerre dans l'Ouest pour agrandir l'Empire. Donc, ensuite de ça, on va avoir par la suite Catherine de Russie, la grande tsarine Catherine, qui, elle, va achever la conquête de la Russie et ils vont se ramasser avec un territoire immense. Donc, qui part de Irkoutsk sur le bord du lac Baïkal, lac qui est presque complètement asséché de nos jours. Le lac Baïkal, il est dans les minutes là, on va essayer de vous le trouver. Il est ici, je pense. Ouais. Alors voilà, il est ici le lac Baïkal. Il est presque à sec et il ne reste plus rien dans le lac Baïkal. C'est une mer intérieure, hein? C'est gigantesque, là, ce lac-là. Là. Donc, c'est un petit peu comme nos grands lacs. C'est un des grands lacs, mais c'est un grand lac où on a presque tout pompé l'eau qu'il y avait dedans. Vous voyez, c'est juste au nord de la Mongolie. Alors, voilà. Ça, c'est beau. Ah oui, donc, on a Catherine donc, qui réussit d'unifier le pays. Par la suite, on se ramasse avec le tsar Alexandre. On est à l'époque de Napoléon Bonaparte. Alexandre qui il va promettre à Napoléon sa sœur en mariage parce que la femme de Napoléon, Joséphine, est incapable de lui donner un fils héritier pour l'Empire. D'ailleurs, je vous recommande fortement, si ça vous le dit, il y a Napoléon Bonaparte en 2 tomes écrit par Max Gallo. Je suis en train de le lire présentement. C'est excellent. C'est extraordinaire parce que c'est vraiment toute l'histoire, la vie de Napoléon, là, de son enfance. En fait, on commence avec l'école de Brienne quand il a environ 12 ans et on monte jusqu'à sa mort. Et tu suis et tu es dans sa tête. L'auteur fait quelque chose d'extraordinaire. Il te fait rentrer dans la tête de Napoléon. Donc, si ça vous tente de découvrir le gars, comment un gars d'une famille, une petite famille noble, mais rien de bien sophistiqué en Corse, devenu empereur de France. Devient empereur de France, maître de l'Europe et le personnage sur lequel on a le plus écrit après Jésus. Ouais. OK? C'est quelque chose quand même. Ouais. C'est vraiment un personnage fascinant. Je vous recommande donc Napoléon Bonaparte de Max Gallo. G-A-2-L-O, c'est à lire. Mais il y a une série française aussi. Oui, absolument. Napoléon. Ulysse? En réalité, c'est que Napoléon il était plus grand que la moyenne dans son temps, en tout cas. C'est une idée préconçue. C'est les Anglais qui ont fait en sorte qu'il soit plus petit à cause de la publication. Tu as raison sur le fait que l'historiographie anglo-saxonne, les gagnants l'ont rapetissé, l'ont démonisé, ils ont dit que c'était la réincarnation du diable. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas dit dessus. Puis on l'a comparé à qui mieux à Adolf Hitler, alors qu'il n'a rien du tout à voir avec Adolf Hitler. Je vous signale que Napoléon Bonaparte n'a jamais déclaré de guerre. On lui a déclaré la guerre de façon systématique. On créait des coalitions contre la France et on attaquait la France à répétition. Et à chaque fois qu'il y avait un conflit, Napoléon les battait et avançait. Et c'est comme ça qu'il a conquis l'Europe. Non pas en déclarant des conflits à d'autres, on lui déclarait la guerre. Lui, au contraire, il cherchait la reconnaissance des autres nations européennes pour essayer de créer une paix. Paix que les Anglais ne voulaient rien savoir, d'ailleurs. Non, ils trouvaient la France trop menaçante. Oui, absolument. Ben oui, c'était la puissance européenne, mais ça l'a été presque, mon Dieu, pendant 1000 ans, la France a été la superpuissance de l'Europe parce que le pays le plus populeux, puis, écoute, une culture très, très riche, etc. Mais regarde, ça aurait été le fun d'en parler de la France aussi. Ça aurait été un autre pays qu'on aurait pu explorer. Peut-être que j'essaierai de passer plus de temps l'année prochaine pour couvrir plus de pays, pour justement pouvoir couvrir la France. Ça serait le fun, ça. Donc, Alexandre va faire une alliance officiellement avec Napoléon, va briser cette alliance-là. S'ensuit la fameuse guerre de 1812.
les Français qui vont se rendre jusqu'à Moscou, c'est la débâcle. Après ça, parce que le tsar de Russie ordonne au maire de Moscou de brûler la ville en plein hiver, à Noël, la journée de Noël. Et là, ouais, c'est la technique de la terre brûlée. Napoléon est obligé de revenir et il est parti avec une armée d'1 million d'hommes. Il est environ 3 à 4 millions de personnes qui marchaient en colonne et ils vont arriver sur le territoire français. Lorsqu'ils reviennent en France, ils ne sont plus que 50 000. C'est quelque chose, hein? Alors voilà, ça c'est un petit peu plus Russie historique. Donc, la dynastie des Romanov se poursuit. On arrive à la fin du 19e siècle avec le dernier tsar de Russie, Nicolas II. Nicolas II qui a sa famille, plusieurs filles, un garçon, un fils, qui est le prince héritier, le tsarevitch. Et le tsarevitch a des problèmes de santé, notamment un gros problème de santé qu'on n'était pas capable de traiter à l'époque. Il est hémophile. Il saigne, il ne peut pas coaguler le sang. Exactement. Il n'y a presque pas de plaquettes qui lui permettent de coaguler son sang. Alors, il faut faire très attention. Il ne faut pas qu'il se fasse de bleu, parce que ce n'est pas juste une coupure. Tout le monde, les gens pensent coupure. S'il y a un bleu, ça peut lui provoquer une septicémie qui peut entraîner la mort. Donc, écoute, on fait attention, puis on le met dans Watt pour pas qu'il y ait quelque chose. On fait des prières. Ça va amener d'ailleurs toutes sortes de personnages dans l'entourage du tsar et de sa famille, y compris un espèce de moine, un moine un peu étrange qui s'appelle Raspoutine, qui fait de l'orgie. Écoute, ça n'a aucun sens. C'est un personnage vraiment plus grand que nature, Raspoutine. Vous irez lire là-dessus, je vous dis. Écoute, on a... Ah oui, c'est tout un personnage. Et donc, parce que Raspoutine aurait supposément des pouvoirs de guérison magique parce qu'il est en lien avec le Seigneur. Donc, il serait capable de guérir le tsarevitch de sa maladie, de son infection. Éclate la Première Guerre mondiale. La Russie entre en guerre, vous le savez, je vous l'avais expliqué, on l'avait vu ensemble, contre d'abord c'était de la Croatie. C'est la Croatie. Ensuite de ça, avec l'Empire austro-hongrois, l'Allemagne, le jeu des alliances, etc. C'est pas la Serbie. La Serbie était attaquée. Oui, la Serbie était l'allié des Russes. Oui, c'est ça. Les Serbes étaient les alliés des Russes. Et ils sont toujours, en passant encore aujourd'hui, au 21e siècle, la Serbie, quand il y a eu comme la guerre en Yougoslavie, là, en ex-Yougoslavie en 1993-94, la Russie aidait la Serbie. Hein. Alors, parce que c'est des peuples slaves, donc qui sont ensemble. C'est des alliés objectifs. C'est la majorité de la population serbe et chrétienne orthodoxe, comme les Russes. Comme les Russes, oui. Ils partagent au niveau religieux, au niveau culturel, un paquet d'affaires. OK, mais de toute façon, je ne veux pas rentrer là-dedans. C'est tentant, mais je ne peux pas. Ouais. On continue avec notre Première Guerre mondiale. La guerre coûte extrêmement cher. Les Russes ne sont pas capables de fonctionner. Puis de plus en plus, il y a des difficultés internes. Les Allemands, eux, veulent essayer de déstabiliser le pays parce qu'ils trouvent ça très difficile de se battre sur deux fronts, parce qu'ils se battent sur le front de l'Est et sur le front de l'Ouest. Et ils cherchent la paix le plus qu'ils peuvent. Et là, ils se disent, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour déstabiliser? Et là, il y a un Russe qui vit en Allemagne. Là, il est rendu, je pense, d'un pays scandinave à ce moment-là. Je me souviens plus, il est au Danemark ou il est en Norvège. Il s'appelle Vladimir Ilyich Ulyanov. Et Vladimir Ilyich Ulyanov a étudié donc l'école de pensée de Karl Marx et de Engels. Okay? Donc, il pense à l'idéologie communiste. Donc, il faut abolir toutes les classes sociales. Il ne doit plus en rester qu'une, le prolétariat, donc les paysans, les travailleurs, les ouvriers. C'est ce qui doit rester. On doit éliminer les bourgeois. On doit éliminer les nobles. Il ne doit rester uniquement que les travailleurs. On abolit aussi la propriété. Tous communs. Oui, on abolit la propriété individuelle. Il n'y aura plus de propriété individuelle. Tu ne pourras plus avoir un terrain à toi, tu ne pourras plus avoir une maison à toi. Tout va appartenir à l'État. L'État va devenir le gouvernement.
OK? Donc, c'est la maman qui gère pour tout le monde puis qui dit, ben tiens, voilà ton biscuit, Alexis, voici ton biscuit, Gabriel, voici ton biscuit, Ulysse. Donc, etc. Tout le monde est égal. OK? Alors, le principe est beau. Et là, on ramène, on pousse Vladimir Ilitch Ulyanov à revenir en Russie. Et là, naturellement, il y a des grandes manifestations qui s'organisent parce qu'on dit que c'est injuste. La noblesse jouit de grands privilèges, en va de même pour la grande bourgeoisie, et le peuple meurt de faim, le peuple se fait tuer dans les tranchées par les Allemands. Nous, on veut que ça arrête. Et donc, ils réussissent à forcer la main du tsar. Et là, on est en 1917, c'est la révolution russe. La Russie se retire, met fin à la guerre. Les Allemands sont contents parce que dorénavant, ils vont pouvoir se retourner, ils vont prendre leurs troupes qui étaient sur le front Est, les mettre toutes sur le front Ouest, et pour pouvoir gagner la guerre, pense-t-il, contre la France et l'Angleterre. Sauf qu'ils vont aller couler un paquebot américain, le Lusitania. C'est l'entrée en guerre des Américains. On connaît la suite. Ouais. Mais tout ça, ça modifie profondément la géopolitique, autant européenne que russe en tant que telle, parce qu'à partir de ce moment-là, c'est la fin de la monarchie. On va tuer, on va assassiner le tsar, sa femme, ses enfants. Il y a toute la fameuse histoire autour de la fameuse princesse Anastasia. Qui aurait survécu. Qui aurait survécu, effectivement. Donc, au peloton d'exécution, on l'aurait enterré. En fait, on ne l'aurait pas enterré, mais on aurait déposé son corps. Et pendant que des gardes étaient partis, elle aurait réussi à sortir du trou et à se sauver. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. Mais ça donnait une Christie de belle histoire. Puis on a même fait des films et des séries télé avec ça. Donc, voilà, la Russie devient une Russie communiste et durant les années 1920 et une partie des années 1930, l'Angleterre, la France et les États-Unis, en secret, vont donner des millions de dollars à des monarchistes pour essayer de ramener un tsar en Russie. Et on va appeler ça les guerres blanches. Oui, guerre civile. Absolument. Et c'est une guerre civile qui va durer en Union soviétique entre les Blancs, donc les pro-monarchistes, ceux qui veulent ramener, parce que le blanc, c'est la couleur des rois, c'est la pureté, c'est, n'oubliez pas, un roi est choisi par Dieu. Donc, s'il est choisi par Dieu, il est pur. OK? Donc, c'est la raison pour laquelle on choisit le blanc. Et d'ailleurs, la France, hein, c'est la première couleur des armées françaises, c'est le blanc et le bleu. OK? C'est le blanc et le bleu. Et regarde le drapeau du Québec. Blanc et bleu. Par exemple, notre drapeau du Québec, c'est ça, hein? C'est blanc et bleu, c'est les couleurs de la France. Bon, on revient en Russie. Puis rouge. Hein? Le rouge sur le drapeau russe, c'est quoi? L'actuel drapeau russe ou le drapeau soviétique? C'est pas le même drapeau. Et le drapeau russe, à l'heure actuelle, c'est 3 bandes horizontales, excuse. Okay? Leur signification exacte, il faudrait que j'aille faire une vérification pour aller lire. Mais c'est bleu, blanc et rouge, leur C'est ça, c'est bleu, blanc, rouge, mais comme horizontal. Ouais. OK? Le drapeau de l'Union soviétique, drapeau rouge au complet. Rouge parce que c'est la révolution. Hein? C'est la révolution. Rouge. C'est qu'on brûle. Chaque fois qu'il y a eu des révolutionnaires, ont choisi le rouge comme couleur parce que le rouge, c'est voyant, le rouge, ça pète. Oui, c'est pétant. C'est pétant. Le rouge, c'est menaçant. C'est menaçant, effectivement, tu as raison. Et dans le coin supérieur gauche, on met donc l'union de la paysannerie et des ouvriers. Donc, la serpe désigne les paysans qui coupent le blé et le marteau, donc, la faucille, les ouvriers qui travaillent dans les usines. C'est ça le drapeau de l'Union soviétique. Drapeau rouge, faucille, marteau, croisé. OK? Donc, c'est le drapeau de l'Union soviétique. Et il y a ces fameuses guerres blanches-là. Les guerres blanches vont être gagnées par un jeune général, un certain Joseph Staline, qui va devenir un grand héros. Donc, on est à la fin des années 20, début des années 30. Il va très rapidement s'imposer comme un leader. Et parallèlement, il y a des luttes intestines dans différents gouvernements socialistes communistes.
Il y en a un qui s'appelle Trotsky qui, lui, il voudrait imposer un gouvernement qui est un peu plus ouvert. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrange pour faire tuer Trotsky et tous les trotskistes tombent en exil. La plupart vont se ramasser en Allemagne. OK? Ouais. Lénine va mourir. Oui. OK? Lénine est tué. Et on l'embaume. Alors, on l'embaume et on fait un culte à Lénine. Alors, et c'est la momie la mieux conservée sur la planète Terre. La momie de Vladimir Ilitch Ulyanov est toujours en exposition. Vous pouvez aller la voir si vous allez à Moscou. Donc, en face du Kremlin, il y a un monument funéraire. Et vous pouvez rentrer dedans et vous pouvez aller voir donc Lénine. Et si vous voyez Lénine, vous allez tomber sur sa dépouille, sur son cadavre. Son cadavre est identique à la journée où il est mort. Il n'a pas bougé d'un poil. Vraiment, il n'a pas bougé d'un poil. C'est Staline ou c'est un autre? Lénine. Avant Staline. C'est avant Staline. Et oui, parce que c'est le père fondateur de la Russie. Alors, de l'Union soviétique, pas de la Russie. Et on lui voue un culte. Il était comme un dieu vivant qu'on a tué parce qu'il était pas assez. Il était trop idéaliste. Lénine était vu comme quelqu'un de trop idéaliste. On voulait. Dans ce temps-là, il y a des gens qui veulent changer les choses pour le mieux. Mais ils ne sont pas assez radicaux. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On les tasse ou on les tue, puis on les remplace par des gens qui sont beaucoup plus extrémistes. Comme Staline. Et c'est exactement ça qui va arriver avec Joseph Staline. Joseph Staline, écoute, est un leader, est un grand leader, mais est un leader qui est très grand, très autoritaire, très sanglant. Il va ordonner le massacre de millions de personnes. Il va en affamer des millions en Ukraine. Écoute, il n'y a rien à son épreuve. La Russie, durant la Seconde Guerre mondiale, la Russie, là, c'est le pays vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale. Les gens me disent l'Angleterre, les gens me disent surtout les États-Unis aujourd'hui en 2020. Non. Mais la vérité, c'est que c'est des joueurs qui sont secondaires. Les grands gagnants de cette guerre, ce sont les Soviétiques et c'est Staline. Mais le sacrifice qu'ils vont offrir, c'est épouvantable. On parle de 26 à 27 millions de personnes qui vont mourir durant la Deuxième Guerre mondiale en combattant les armées nazies. Okay. C'est 15% environ de la population de l'époque. Soviétique, c'est énorme. Là. Énorme, tu dis. Écoute, c'est pratiquement la population du Canada de nos jours. Oui, ben, c'est ça qui va sacrifier, qui va mourir. Qui va mourir de froid, qui va mourir de faim, qui va mourir tué, violé, brûlé, pillé. Écoute, il n'y a pas à dire. Là, ils vont vraiment manger à claque. Ils ont fait la grosse job sale, mettons. Absolument. C'est eux qui ont fait la plus grosse job. Là. Et c'est eux qui rentrent dans Berlin. C'est eux autres qui rentrent dans Berlin en premier. Et si Hitler se suicide, c'est à cause des Soviétiques. Parce que jusqu'à la dernière minute, Adolf Hitler garde d'espoir que peut-être... Les Américains s'en viennent. C'est les Américains qui vont arriver en premier. Et si les Américains arrivent en premier, Hitler ne se suicide pas. Non. Il va déposer les armes. Parce qu'il sait que... Ben oui, parce qu'il sait que les Russes seront sans pitié. Ils seront sans pitié. Et il va littéralement tirer une balle à son chien. Il va attendre que sa femme, Eva Braun, il a juste marié, se boive du poison, soit morte. Il va prendre son pouls, il va voir qu'elle est morte, il va prendre son pistolet, paf, il va tirer son chien, puis après ça, paf, il se tire une balle. Il va se suicider. Et après, ils font brûler les corps. Sortent les corps à l'extérieur, on étend de l'essence dessus, on les brûle pour pas qu'ils ne soient reconnaissables, pour pas qu'on puisse prendre les corps et les promener dans la ville pour les exploiter. Donc, c'est ça. Et là, ça donne naissance naturellement à un paquet de rumeurs. Hitler n'est jamais mort, on a pris d'autres cadavres, on a étendu de l'essence dessus. Hitler vient quelque part en Amérique du Sud. C'est pas vrai. C'est pas bon à Historia avec ça. Complotiste. Hitler disclassifié, c'est ça la fameuse série. Là. C'est de la bouillie pour les chats. C'est du n'importe quoi. C'est comme nos ancêtres, les extraterrestres. C'est du n'importe quoi. C'est drôle, mais c'est pas bon, c'est pas vrai. C'est fou. Ou la malédiction d'Oak Island aussi. Oui, effectivement. Où ce que là, il dépense des millions à creuser un trou. En se disant, ah oui, il y a un trésor enfoui, englouti. C'est du gros n'importe quoi. On a trouvé une pièce, un miroir. Allez chercher les cités Maya à la place, c'est bien mieux.
On arrive donc dans cette période post-Deuxième Guerre mondiale et déjà l'Union soviétique se prépare à une Troisième Guerre mondiale avec les Américains. Les Russes étaient prêts à en découdre directement avec les Américains, mais les Américains sont arrivés avec une arme secrète qu'ils ont sortie. un lapin qu'ils ont sorti d'un chapeau. C'est la bombe A, donc la bombe atomique. On va éventuellement rebaptiser la bombe nucléaire. C'est la même chose, des synonymes. Démonstration de force des États-Unis, notamment sur le Japon. Et donc, les Russes n'ont pas la bombe A. Non. Ils ne peuvent pas rivaliser. S'ils font une guerre contre les Américains, ils vont en manger une tas. Alors, ils se retiennent de démarrer immédiatement cette Troisième Guerre mondiale et on tombe dans ce qu'on va appeler la guerre froide. La guerre froide, elle va vraiment s'installer à partir du début des années 50 parce qu'il y a des espions soviétiques, les Rosenberg, qui vont mettre la main, ils vont voler les plans de la bombe et qui vont les donner aux Russes. Et à partir de là, les Russes et les Américains sont égaux. Les deux ont le pouvoir de destruction de l'atome. Ils sont capables de s'auto-anéantir et on tombe dans cette espèce de frénésie de « on va tous mourir ». Et les gens ont peur. Aux États-Unis, au Canada, on est terrorisés. Dans les années 50, on fait des alertes, on fait des simulations. Au lieu de faire des codes noirs dans les écoles, on fait des simulations d'attaques nucléaires. C'est de la merde, ça. OK? Et on en fait régulièrement. OK? Les gens vont se cacher en dessous des tables. Ça sert à rien. Ben, je sais, tu cuis en dessous de la table comme un petit poulet. Mais c'est pas grave. Tu es protégé par la table. Oui, mais c'est notamment à cause de Staline, là. Parce que Staline, lui, il était vraiment trop intense, là. Mais tout faire péter, là. Puis Staline, dans les années 50, écoute, il est littéralement... On ne sait pas s'il est atteint de folie. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça ne va pas bien dans sa boîte à poux. Dans les années 50, il se met à faire assassiner tous les gens dans son entourage parce que tous les gens dans son entourage sont des adversaires potentiels qui pourraient vouloir le renverser et prendre le pouvoir à sa place. Et finalement, Staline va finir par mourir, être remplacé. Et là, on a Khrouchtchev qui va le remplacer, après ça, Brejnev. Donc, il y a toute une série de leaders qui vont le suivre, qui sont plus modérés. Et on va voir apparaître finalement dans les années 80 un certain Mikhail Gorbatchev. Gorbatchev, lui, qui veut une détente. Il veut comme essayer d'améliorer les relations avec les Américains. C'est que une guerre nucléaire, une troisième guerre mondiale n'est pas souhaitable. Il faut aller, puis pas rien que ça, c'est que le président des États-Unis, Ronald Reagan, lui, a fait une course à l'armement avec les Russes et les Russes sont en train de la perdre. Ils le savent, ils sont plus capables de suivre. Leur économie est à bout et ils vont arriver comme ça. Et ça va s'accélérer. On arrive en 89-90, mur de Berlin qui tombe. C'est l'effondrement des pays communistes et la fin de l'Union soviétique. En 91. En 91. Et à partir de ce moment-là, la Russie, donc, essaie de transitionner vers une économie capitaliste. Il y a un paquet de seigneurs de guerre qui commencent à s'établir. Il y a des mafias partout en Russie. C'est corrompu à l'os. Il aurait fallu que les Américains fassent un deuxième plan Marshall à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains avaient investi des centaines de millions, pas dire des milliards de dollars en Europe pour reconstruire l'Europe. Il aurait fallu qu'ils fassent exactement la même chose avec la Russie, qu'ils leur tendent la main pour bâtir quelque chose. Ça aurait pu devenir des grands partenaires des Américains. Ils refusent de le faire. Ça, on parle à la fin, dans les années 90, on parle. Oui. Et là, la Russie est dirigée à ce moment-là par un alcoolique compulsif qui s'appelle Boris Yeltsin. Ouais. Yeltsin qui est sous du matin au soir, qui gère son pays à peu près n'importe comment. Et à travers ça, il y a un petit personnage qui émerge, qui est un ancien chef de bureau des services secrets soviétiques du KGB en Allemagne, qui s'appelle un certain Vladimir Poutine. Oh non! Il va se faufiler et c'est lui qui va prendre la tête et qui, lui, rêve de revenir à un empire russe, à un empire soviétique, mais plus ouvert, plus... comment je dirais... il veut essayer de redonner la gloire à la Russie, mais pas à travers le communisme. Il veut prendre le meilleur du communisme, mélanger avec d'autres choses pour donner la Russie actuelle, puis c'est comme son plan de match. Tout en gouvernant de façon dictatoriale, même si c'est une démocratie déguisée. Absolument, absolument, absolument. Oui, mais n'oubliez pas quelque chose. Hein? La Russie, là,
En fait, je vous dirais, les pays dans le monde en général, la majorité, c'est des dictatures. C'est des régimes autoritaires ou des régimes totalitaires. Okay? Des démocraties, là, il y en a une quarantaine sur 200 pays. Ça veut dire que 3 pays sur 4 ne sont pas des démocraties. Et historiquement, des démocraties dans le monde, dans l'histoire de l'humanité, il n'y en a presque jamais eu. C'est une expérience qui est nouvelle et qui est très fragile. Ouais. C'est très, très, très fragile. Et regardez ce qui se passe présentement aux États-Unis. Est-ce que vous avez vu ce qui se passe à Seattle? Seattle, aux États-Unis, il y a un groupe des antifas, des anarchistes et des mouvements Black Lives Matter qui ont décidé de prendre un quartier de la ville de Seattle, de mettre des clôtures tout le tour du quartier et de proclamer comme un nouveau pays. C'est le Chaz. Ouais. Et là, ils ont sacré dehors les policiers qui étaient là. Ils leur retiraient dessus, j'imagine? Ben non, ils ont forcé à quitter. Mais les gens du Chaz sont lourdement armés. Ben, en fait, ils vont envoyer l'armée. Ils sont lourdement armés. Pas pour l'instant. Et là, au sein du Chaz, ça n'a même pas pris 24 heures qu'il y a un chanteur-rappeur de Seattle qui a décidé de se former une gang. Ils sont très, très lourdement armés. Et là, il s'est proclamé seigneur de guerre. Il a pris le contrôle du Chaz. Écoute, ça en plein cœur des États-Unis, le Chaz. Vous taperez le C-H-A-Z. Allez voir ça. Écoutez, c'est surréaliste. Il en parle sur les chaînes américaines. Ça m'étonne qu'on en parle si peu au Canada. Mais allez voir ça, je vous le dis. Là, entre autres, Fox News ont fait des reportages succulents sur le Chaz. C'est quoi l'air de leur périmètre? C'est quelques kilomètres carrés. Là. Mais là, c'est parce que les autres, là, ils parlent d'étendre ça et ils demandent à tous les groupes antifa, Social Justice Warrior et Black Lives Matter de s'unir dans toutes les grandes villes des États-Unis pour déclarer des nouvelles enclaves. Et leur rêve, c'est d'être capable de rassembler ces différentes enclaves-là pour faire tomber les États-Unis pour créer un nouveau pays. Là, ça n'arrivera jamais. C'est parce que si c'est trop grave, Trump va finir par envoyer par l'armée, puis s'il arrive quelque chose, il va y avoir des coups de feu, là, comme d'habitude. Écoute, c'est comme super intéressant, puis j'aurais le goût de continuer à parler de ça avec vous autres, mais on est supposé parler de la Russie, fait qu'on va revenir. Pas d'Amérique, et non le Chaz. Mais allez voir le Chaz, je vous dis, c'est des moments de... Vous allez sourire, c'est sûr. Ouais, mais il doit rire de Trump là, quand les choses se passent comme ça. Mais tu sais, honnêtement, on peut pas dire que c'est de la faute de Trump, là. Ça se passe en territoire, premièrement, ça se passe en territoire démocrate, mais c'est bleu, c'est bleu foncé, là, dans ce territoire-là. Là, c'est comme, il y a moins de 5 10 de la population, peut-être, qui ont voté pour le Parti républicain et pour Donald Trump dans ce coin-là des États-Unis. Il a quand même fait des trucs niaiseux, là, aussi, Trump, dans la crise. Il fait un paquet d'affaires niaiseuses, ça, je te dirais pas. Il n'a pas aidé, là, avec ça. Déconfinement. Il fait un paquet d'affaires niaiseuses, mais il fait aussi des bons coups, là. Mais là-dessus, il n'a rien fait. Il n'a rien fait de négatif. On ne peut pas l'accuser de quoi que ce soit par rapport au Chaz. Et d'ailleurs, il a averti, il a dit le gouverneur de l'État de Washington, enlevez-vous les doigts dans le nez, puis faites quelque chose, puis intervenez. Parce que si vous n'intervenez pas, il dit, moi, je vais envoyer l'armée. Puis honnêtement, là-dessus, c'est son devoir en tant que président américain d'agir de la sorte, là. Surtout avec des petits anarchistes. Là, on n'est pas un pouvoir légitime. Là. Et là, il y a des milliers de personnes qui sont prisonniers de ce territoire-là, qui ne peuvent pas entrer et sortir comme ils veulent. Ils doivent passer la frontière du Chaz. Et là, il faut qu'ils tombent sur des gardes armés qui servent de douaniers. C'est spécial. C'est spécial. Vous irez voir ça, Chaz. Hey, pour terminer, je vous propose le visionnement de ce fameux petit documentaire du journal Le Monde. Et donc, si vous avez des questions par la suite, j'y répondrai avec grand plaisir, comme c'est mon habitude. Alors, voilà. On partage. Et c'est parti. C'est l'histoire d'un conflit qui, pendant longtemps, a divisé le monde en deux. What is the great issue between the free world
and the communist world. Tear down this wall. Et d'un pays qui, après avoir mis un terme à cette guerre, n'a peut-être pas dit son dernier mot. К чему это все придет, я не знаю. Но я знаю точно, что мы вынуждены будем отвечать. 30 ans après la fin de la guerre froide, la Russie est de nouveau en guerre, mais cette fois-ci en Ukraine. Entre 2014 et 2019, au moins 13 000 personnes sont mortes dans l'est du pays. Et la Crimée n'est plus ukrainienne, mais russe. Depuis la fin de la guerre froide, le fossé entre la Russie et l'Occident n'avait jamais été aussi grand. La question est, comment en est-on arrivé là ? Et la réponse est compliquée. Mais commençons par ça, l'Ukraine. L'Ukraine, c'est très important pour les Russes. C'est le berceau de la civilisation de la Russe de Kiev, autrement dit, un peu l'équivalent des Gaulois pour les Français. Et puis pour beaucoup de Russes, la Russie et l'Ukraine, c'est quasiment la même chose. Il faut dire que depuis 200 ans, les territoires russes et ukrainiens n'ont presque jamais été séparés, sauf aujourd'hui. Mais il y a un endroit en Ukraine auquel les Russes sont particulièrement attachés, la Crimée. La Crimée, c'est cette presqu'île au nord de la mer Noire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la péninsule et son port, Sébastopol, ont notamment eu un rôle stratégique dans l'affrontement avec l'Allemagne. Et jusque dans les années 50, elle appartenait encore entièrement à la Russie. Mais c'est alors qu'intervient Nikita Khrouchtchev. En 1954, le dirigeant soviétique décide d'offrir la Crimée à l'Ukraine. À l'époque, elle est présentée comme un cadeau pour célébrer les 300 ans du traité de Péréyaslav, qui unit pour la première fois l'Ukraine à la Russie. Mais bon, dans les faits, ça ne change rien, puisque l'Ukraine n'est alors qu'une des républiques de l'Union des républiques socialistes et soviétiques, et que ses frontières sont purement administratives. La Crimée reste donc soviétique, et le port de Sébastopol continue même d'être administré directement par Moscou. Sauf qu'en 1991, l'URSS s'effondre. La Crimée appartient alors à l'Ukraine. Le problème, c'est que pour beaucoup de Criméens, leur pays, c'est la Russie. 8 habitants sur 10 déclarent que le russe est leur langue maternelle. Selon un sondage, en mai 2013, seulement 15% des habitants se considéraient ukrainiens, contre 40% russes. Et lors d'un référendum sur le rattachement à la Russie lors de la crise ukrainienne, le oui l'a emporté à 97%. Bon, les conditions d'organisation de ce référendum posent problème à plein d'égards, mais même avec un score moins élevé, le oui l'aurait probablement emporté dans tous les cas. Mais il y a 2 autres raisons pour lesquelles l'Ukraine est si importante pour la Russie. D'abord, l'accès à la mer chaude. Car en Russie, il fait souvent froid. Et quand il fait froid, la mer gèle. À Saint-Pétersbourg, Vladivostok ou Kaliningrad par exemple, les ports gèlent en hiver. Il y a bien des brise-glaces, mais pas suffisamment pour pouvoir déplacer beaucoup de navires rapidement. Ce qui, en cas de guerre par exemple, n'est pas idéal. La Russie n'a donc accès aux mers chaudes que par un endroit. Là. Par la mer Noire, qui communique avec la mer Méditerranée, qui, elle-même, communique avec les océans. Or, le port historique de la Russie en mer Noire, c'est Sébastopol. Et puis, il y a tout le reste du territoire ukrainien. Il est stratégique car il se trouve à un endroit vulnérable pour la Russie. Historiquement, c'est de l'ouest que sont venues la plupart des agressions. Pour garantir la sécurité de ses frontières occidentales, Moscou s'est donc employé à construire une zone tampon d'influence et de protection. Mais depuis quelques années, ce n'est plus tout à fait ce que c'était. Alors qu'en 1989, la zone d'influence de Moscou allait jusqu'en Allemagne de l'Est, en 2019, elle n'était plus réduite
qu'à ça. Ce qui nous amène à la deuxième raison de l'attitude russe, la désillusion. Bien, revenons un peu en arrière. Pendant la seconde moitié du XXe siècle, la Russie, qui est alors l'URSS, c'est ça. Climax came in Moscow's Red Square, where the vast might of the Soviet Union paraded for the November anniversary of the Revolution of 1917. All Russia's just wild about Yuri Gagarin, first man to conquer space. Truman's dramatic announcement that Russia has created an atomic explosion. En dehors des États-Unis, il n'y a tout simplement pas de pays plus puissant au monde. Et puis, Dissident told the crowds in Wenceslas Square today, we will never return to the old system of totalitarian rule. A historic moment tonight. The Berlin Wall can no longer contain the East German people. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Le 25 décembre 1991, l'URSS prend officiellement fin. Mais c'est aussi la fin de 45 années pendant lesquelles le monde a été séparé en deux. Et l'occasion ou jamais de reconstruire un monde plus uni. Dès la fin des années 80, le réformateur russe Mikhail Gorbatchev appelle à bâtir une maison commune européenne. Quelques années plus tard, le secrétaire d'État américain James Baker parle de fonder un système de sécurité incluant les États-Unis, l'Europe et la Russie. Une alliance qui unirait le monde de Vancouver à Vladivostok. Mais pour la Russie, tout cela ne peut se faire qu'à une condition. Qu'elle puisse conserver son influence en Europe de l'Est. Au début des années 90, elle crée la Communauté des États indépendants dans le but de conserver des liens avec les anciennes républiques soviétiques. Et les États-Unis font alors une promesse à la Russie. En échange de la réunification des deux Allemagnes, l'OTAN ne poursuivra pas son expansion dans l'ancien bloc de l'Est. Oui, car l'OTAN, c'est une alliance militaire fondée en 1949 par les États-Unis et plusieurs pays d'Europe pour faire face à l'URSS. Bon, les termes exacts de cette promesse sont aujourd'hui contestés. On ne sait pas très bien ce qui a été dit et comment, mais ce qui est sûr, c'est que pour les Russes, elle a bel et bien existé. Et au début, elle est respectée. Pendant plusieurs années, l'OTAN reste à l'écart de l'ex-bloc soviétique jusqu'en 1999. Cette année-là, l'OTAN invite la Pologne, la République tchèque et la Hongrie à la rejoindre. Mais bon, à part avec l'exclave russe de Kaliningrad, ces pays n'ont pas vraiment de frontières communes avec la Russie. Pour ménager Moscou, l'OTAN s'engage même à ne pas stationner de forces de combat permanentes dans ces pays. Elle déclare qu'elle n'a aucune intention, aucun projet et aucune raison de déployer des armes nucléaires sur le territoire de nouveaux membres. Les relations entre Russes et Américains demeurent alors plutôt bonnes. Le 11 septembre 2001, Vladimir Poutine est le premier chef d'État à présenter son soutien par téléphone à George Bush. Et puis en 2004... Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia and Slovenia. 7 anciens pays du bloc de l'Est, dont surtout la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie, intègrent l'OTAN. Pour la Russie, c'est une trahison, et la preuve des véritables intentions américaines, l'encercler et la marginaliser sur le plan international. Получается, что НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам. Le résultat, c'est que la Russie renoue alors avec une vieille obsession, son opposition avec l'Occident. Dans les années 2000, des mouvements politiques pro-occidentaux surgissent dans les anciennes républiques soviétiques. Demonstrators clash with police, with hundreds of thousands protesting the results of the election and calling for a new vote. Et la Russie intervient. Columns of Russian tanks and troops rolled into the American-backed former Soviet Republic of Georgia today. Et puis, en 2013, It has all the signs of a revolution, and it's taking place in Kiev's Independence Square.
Alors que la Russie et l'Europe se disputent l'intégration de l'Ukraine à leur union économique respective, un mouvement de protestation pro-européen explose à Kiev, la révolte de Maïdan. En quelques semaines, la révolte provoque la démission du président pro-russe Viktor Yanukovych et l'Ukraine se rapproche dangereusement de l'Occident. Pour Moscou, c'en est trop. Et la suite, désormais, on la connaît. Et depuis, d'un côté comme de l'autre, les intentions pacifiques de la fin de la guerre froide sont de plus en plus lointaines. Ces dernières années, l'OTAN construit en Europe un système de boucliers antimissiles. Des missiles capables d'intercepter d'autres missiles. Le premier site a été inauguré en 2016 en Roumanie, et un autre doit voir le jour en Pologne en 2020. Гипотетически мы исходим из того, что когда-то наступит момент, когда возможная угроза со стороны наших ядерных сил будет полностью нейтрализована. Selon les États-Unis, ces missiles ne visent pourtant pas la Russie, mais l'Iran. Ce qui ne convainc pas tout à fait Vladimir Poutine. Где ядерная угроза иранская? Ее нет? К чему это все придет, я не знаю. Но я знаю точно, что мы вынуждены будем отвечать. Bon, faisons le point. En 30 ans, les relations entre la Russie et l'Occident ont basculé, pour atteindre en 2014 un point critique. Mais pendant qu'à l'ouest les choses se tendent, le regard de la Russie s'est progressivement tourné vers l'est. Et vers un pays en particulier, la Chine. En 2008, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de la Russie. Depuis, son poids ne cesse d'augmenter. Et pendant ce temps, celui de l'Europe est en baisse. L'Union européenne est toujours la région vers laquelle la Russie exporte le plus, mais pour la première fois, elle n'est plus son principal fournisseur. En 2016, 40% des importations russes venaient des pays membres de l'APEC, la coopération économique pour l'Asie-Pacifique, contre 38% de l'Union européenne. Il faut dire que depuis le conflit en Ukraine, d'importantes sanctions commerciales ont été imposées à la Russie, notamment par les États-Unis, le Japon et surtout tous les pays de l'Union européenne. Pour la Russie, trouver de nouveaux partenaires est donc nécessaire. Et ce qui illustre peut-être le mieux ce changement stratégique, c'est le gaz. Car le gaz russe, ça intéresse beaucoup de gens. Avec plus d'un quart des réserves mondiales sur son territoire, la Russie est l'un des principaux exportateurs mondiaux et le premier fournisseur de l'Union européenne. C'est tellement important pour son économie que la Russie ne peut pas se passer d'en vendre à l'Union européenne et que l'Union européenne ne peut pas se passer d'en acheter à la Russie. Sauf que depuis quelques années, la Russie s'est mise à chercher de nouveaux clients. En 2014, Force de Sibérie, un contrat de 400 milliards de dollars, est signé entre la Chine et la Russie. Il prévoit l'acheminement de 38 milliards de mètres cubes de gaz russe vers la Chine en 30 ans et la construction d'un gazoduc de 3000 km entre les deux pays. Mais les relations entre les deux nations sont plus que commerciales. Depuis 30 ans, elles se sont de nouveau rapprochées diplomatiquement. Il faut dire que Russes et Chinois ont un point en commun. Ils n'aiment pas trop la domination des Américains. Перешагнула свои национальные границы и, по сути, во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государствам. Ну, кому это понравится? Кому это понравится? 倡导构建人类命运共同体，促进全球治理体系变革。 Dès 2001, Pékin et Moscou fondent la coopération de Shanghai, une alliance régionale militaire qui regroupe désormais près de la moitié de la population mondiale. Et son objectif est clair. Œuvrer à la création d'un nouvel ordre mondial plus juste, libéré de toute hégémonie.
Mais la coopération de Shanghai n'est pas la seule perspective de la Russie à l'Est. Il en est une qui lui tient particulièrement à cœur, l'Eurasie. L'Eurasie, c'est à la fois l'Europe et l'Asie conçues comme un même ensemble. Et pour la Russie, dont le territoire s'étend sur les deux continents, c'est bien naturel. En 2015, elle crée l'Union économique eurasiatique. Pour l'instant, c'est une union économique et douanière, mais elle aspire à plus. Et depuis quelques années, les ambitions eurasiatiques de la Russie résonnent avec un autre projet chinois. Les nouvelles routes de la soie, c'est un projet qui consiste à relier la Chine à l'Europe occidentale par des routes commerciales et à financer des infrastructures sur les points stratégiques de ces routes. Or, entre la Chine et l'Europe, il y a l'Union économique eurasiatique. En 2015, un accord a été signé pour coordonner les deux projets. Pour la Chine, c'est la garantie que la sécurité de cette route sera assurée par la Russie. Et pour la Russie et les pays d'Asie centrale, ce sont des infrastructures financées par la Chine sur leur territoire. Mais surtout, les nouvelles routes de la soie pourraient faire de l'Eurasie le centre de toutes les attentions géopolitiques. En 1997, dans le Grand Échiquier, Zbigniew Brzezinski, ancien conseiller du président Carter, plaçait déjà l'Eurasie au centre du monde. Selon lui, si une puissance rivale parvenait à s'imposer sur le continent eurasien, elle serait en mesure de renverser l'hégémonie américaine. Sans surprise, Russes et Chinois ont été particulièrement attentifs à cette prophétie. Le problème pour la Russie, c'est que pour l'heure, elle n'est tout à fait la mieux placée des deux pour l'incarner. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Elle doit beaucoup à Tatiana Katsueva. Alors, nous revoilà. Hey, comment vous avez trouvé ça? Pas pire. Pas pire? Ouais, pas pire. Mais moi, je trouvais que ça faisait un bon résumé. Ça couvrait une partie de ce que je racontais d'ailleurs. Ça vous permet de nouveau chemin de la soie, puis ouais. Mais ça vous parle aussi de ce qui s'en vient, puis de ce que la Chine et la Russie veulent créer. Ils veulent faire un contrepoids aux États-Unis. Les États-Unis qui, vous le voyez, ont quand même été de mauvaise foi. Hein? Il y avait un accord entre les Russes et les Américains et l'OTAN, comme quoi qu'ils respecteraient Yalta. Hein? Vous vous souvenez, la fameuse conférence de Yalta où on sépare le monde en deux et nous avaient promis, on avait chacun leur terrain de sable et les États-Unis et l'OTAN interviennent dans le carré de sable. Et les Russes considèrent que ce qui se passe en Ukraine, c'est vraiment de l'intervention de la part des forces de l'OTAN. Et je veux juste vous signaler que pas plus tard qu'hier, le Canada a décidé d'envoyer une centaine de soldats canadiens en Ukraine. C'est, à mes yeux, à moi, là, je trouve que c'est de la provocation. On provoque les Russes en faisant des choses comme ça. Et ça montre une mauvaise foi de la part de l'OTAN. Si on veut réussir, tu sais, qu'on ait des pouvoirs, des contrepoids, oui, mais il faut faire attention à ce qu'on fait. Puis stratégiquement, je pense que c'est une erreur monumentale que de continuer à aller piloter. C'est comme aller marcher sur le terrain de ton voisin. Tu sais que ton voisin n'est pas en bonne relation avec lui, puis tu t'en vas chez eux pareil. Tout ce que tu vas faire, c'est envenimer la situation. Tu n'es pas chez toi. L'Ukraine, c'est le carré de sable des Russes. C'était vrai à Yalta, mais c'était vrai longtemps avant Yalta. C'est la Russie originale qui était là. Fait qu'on devrait se retirer de là, puis essayer au contraire de trouver des terrains d'entente pour être capable de bâtir avec eux quelque chose, plutôt que de laisser ce qui apparaît être une alliance qui est vraiment en train de se former
entre la Russie et la Chine. On l'évoque, on en parle très, très bien dans le documentaire. Je trouvais ça bien qu'on le fasse. Et donc, on verra ce qui se passera avec ça. Est-ce que vous avez des questions? Ben, oui? Moi, je me demandais, tu sais, je veux dire, oui, c'est correct qu'ils sortent des Russes, tu sais, ce qui se passe là-bas, mais en même temps, tu sais, les mouvements, là, démocratie, là, puis tout ça, qui veulent vraiment, tu sais, si ces pays-là veulent vraiment rejoindre l'Union européenne ou l'OTAN, là, mettons, là, je veux dire, c'est sûr que les Russes interviennent, mais en même temps, je comprends pas, genre, c'est sûr je comprends pas pourquoi ils sont, genre, full fâchés, genre, parce que autant c'est du monde qui veut plus rien savoir des Russes, tu sais. Est-ce que tu penses que c'est la population qui veut ça? Ben, je sais pas. Ben, peut-être ou peut-être pas. Pas vraiment, je cherche pas le trouble. OK. Ce qui est important de comprendre, là, c'est que ceux qui dirigent les pays, les élites, ont souvent peu ou pas à cœur l'intérêt du peuple. OK? Puis, dans la vie, là, tout ce que tu vas faire, c'est en lien avec des jeux de pouvoir. OK? Si tu comprends ça, tu as un gros avantage sur le reste du monde. Tout est question de pouvoir et de hiérarchie. Qui a le pouvoir sur qui? Comment affirmer son pouvoir? Comment avoir un pouvoir sur les autres? Les gens là, qui manifestent dans les rues là, aux États-Unis, là, George Floyd, là, tu penses-tu qu'ils se promènent juste dans les rues parce qu'ils sont en colère? Non, ils veulent changer. OK. Un peu. Donc, en prenant la rue, ils essaient d'une certaine façon d'affirmer un pouvoir, de dire « nous sommes nombreux, nous sommes une masse critique, nous avons un pouvoir de changer, d'influencer les choses. » Ils veulent essayer de se créer une base politique, un pouvoir. OK? Toutes les interactions chez les êtres vivants, mais pas chez les humains, chez les êtres vivants, sont des rapports de force. Tout est rapport de force. OK? Même je te dirais que la majorité des relations amoureuses ne sont pas des relations égalitaires, sont aussi des relations dominant-dominé. C'est le modèle par défaut au Québec. Au Québec, là, une relation par défaut, là, c'est le matriarcat, fait que c'est la femme qui mène, puis c'est l'homme qui subit. Et ça, c'est la majorité des foyers québécois qui sont comme ça. Je ne peux pas te parler des autres peuples parce que je connais peu comment ça se passe dans les chaumières des autres peuples, mais je peux te dire qu'il y en a plusieurs, qu'il y a du matriarcat aussi, c'est pas juste les Québécois, là. C'est vrai chez les Italiens, c'est vrai chez un paquet de peuples, hein, la mama. Ben, les Italiens, la mafia, là, c'est une mama. Je ne mets pas de mafia là-dedans, là, mais je te dis, au niveau des rapports, tout est question de rapport de force, de hiérarchie, d'affirmation du pouvoir. OK? Et la politique, c'est le domaine par excellence, naturellement, d'affirmation du pouvoir, parce qu'on dirige un État. On dirige des milliers, des millions de personnes. Alors, c'est sûr que c'est l'affirmation ultime du pouvoir. Et il faut comprendre que donc, tu as des individus qui sont riches, qui sont puissants, qui veulent s'arranger pour influencer le pouvoir pour que le pouvoir penche de leur bord, même si la population est en désaccord. OK? Fait qu'on pourrait parler, par exemple, de la question nationale au Québec, une question de rapport de force là-dedans, tu sais. Donc, le fameux référendum de 95, ce qui est arrivé autour du référendum de 95. Mais je ne peux pas rentrer là-dedans de toute façon ce matin, mais c'est le genre de discussion qui pourrait être très, très intéressante très rapidement. Il est 11h15, fait qu'on va arrêter ça là pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous mercredi matin, donc 10h pour le dernier cours, cette fois-ci d'éducation financière, où on aura l'occasion de parler de microéconomie. On parlera des mécanismes pour éviter la faillite et de la faillite elle-même. Alors, c'est ça qu'on va faire pour conclure l'année ensemble, mercredi matin, 10h. C'est un rendez-vous. Et d'ici là, j'espère avoir l'occasion d'en voir le plus d'entre vous sur le tapis rouge demain soir. Donc, prendre des photos et vous applaudir et vous féliciter, vous dire à quel point je suis fier de vous, mes chers. Alors, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente journée. On nous prévoit plus de 25 degrés, du beau soleil. Profitez-en, pas de vent. Ouais. Grosse canicule, hein, mais une genre de canicule un peu à partir de mardi. Puis,
écoute, il n'y a pas de problème, c'est correct. On va survivre la canicule. Je pense que, regarde, on la mérite, la canicule. Ouais. Je parlais plus, de nos petites forêts là, qui vont bien s'ouvrir. Là. Ah oui. Ben, on a juste pas faire de feu de forêt là-dedans, là, puis ça devrait bien aller. Mais il y en a toujours des tweets. Ah ben oui, alors n'allez pas jouer dans le bois avec des allumettes ou du gaz à lighter. Hey, là-dessus, une excellente journée tout le monde, puis à très bientôt. Bonne journée. Bye, monsieur.